Merci beaucoup Béatrice. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous avez encore des larmes dans les yeux d'avoir regardé les Belgian Solutions. Nous autres on crevait de rire derrière l'écran. Alors les présentations ont été faites, donc vous savez qui sont nos interlocuteurs aujourd'hui. Donc j'ai demandé à Jean Quatremer, journaliste à Libération et quelqu'un qui adore Bruxelles, même s'il n'en donne pas toujours l'impression, je lui ai demandé de commencer en nous donnant 3 idées. S'il doit se limiter à 3 idées pour faire de Bruxelles une meilleure capitale de l'Europe, quelles seraient-elles? Oui, bonsoir. Ça tombe plutôt bien puisque les parlementaires européens ont voté cette semaine une résolution à une écrasante majorité, à 90% des voix, pour que le Parlement puisse choisir librement son siège et arrête d'être divisé entre Bruxelles et Strasbourg, donc se regroupe à Bruxelles. On oublie aussi un petit peu dans l'histoire, mais ça les députés européens se fichent royalement du petit personnel, que tout le secrétariat du Parlement européen est à Luxembourg. Luxembourg se fait soigneusement oublier dans cette affaire. Il faut voir que l'Europe est quand même la spécialiste mondiale justement des institutions divisées et itinérantes. C'est comme ces royautés itinérantes qu'on trouvait au Rwanda ou au Burundi. Et ben c'est un peu ça, je dirais, le mode de fonctionnement de l'Europe. Je ne vous cache pas que pendant très longtemps, moi j'ai défendu l'idée que le Parlement européen soit à Strasbourg, mais depuis quelques années, et notamment avec l'élargissement, il est clair que Strasbourg est devenu globalement intenable pour les gens qui ne sont pas, je dirais, issus de l'Europe des 6. Lorsque vous habitez à Tallinn, venir à Strasbourg, c'est juste l'enfer. Je ne parle même pas de Chypre, de Malte, c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas de vol direct. Donc moi je suis pour un regroupement des institutions à Bruxelles. Évidemment en France, en disant ça, alors ici quand j'ai écrit ma story Bruxelles-Babel, on m'a expliqué que j'étais un Français arrogant, et quand j'ai expliqué que j'étais en faveur du regroupement des institutions et du Parlement à Bruxelles, on m'a expliqué que j'étais un traître à la patrie. Donc on est toujours le traître, le salaud de quelqu'un, et bon, j'ai le cuir assez dur pour supporter ce genre de choses. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, qu'on est pour, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, les Belges et les Bruxellois sont en faveur d'un tel regroupement. Ils veulent les institutions européennes, c'est pas quelque chose qu'on leur a imposé, c'est une demande. Pourquoi? Parce que ça représente du prestige international, ça attire les entreprises, et la présence des institutions à Bruxelles, on estime un petit peu, à peu près, c'est dans les Bruxelles Studies, à 15% du PIB bruxellois. Donc c'est beaucoup d'argent qui est drainé par l'Europe et beaucoup de prestige international. Mais néanmoins, donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Belges et les Bruxellois ont évidemment des obligations à l'égard des Européens. Les Européens, c'est pas juste quelque chose qui est arrivé ici par hasard, ça fait partie du décor. Et ça fait partie du décor depuis 70 ans, et ça va faire partie du décor pour, à moins que l'Europe explose, mais pour les années, les siècles à venir. Donc l'Europe, c'est pas quelque chose, c'est pas un furoncle sur Bruxelles, ça fait partie de Bruxelles. Or, on a l'impression que ça ne fait pas partie de Bruxelles. S'il y a bien une chose qu'on ne sent pas quand on est à Bruxelles, c'est que les Européens appartiennent à Bruxelles et appartiennent à la Belgique. On dit toujours « à vous les Européens ». Et la ville se développe à son rythme sans se préoccuper de l'Europe. L'exemple le plus typique, c'est que le district européen, c'est réparti entre 3 communes. Donc, ma première idée est la suivante. Il faut arrêter avec ça. Tout simplement parce que le Parlement européen ne peut pas attendre que 3 communes se mettent d'accord pour que le parc Léopold soit nettoyé. Parce qu'il faut que les 3 communes négocient entre elles. Et comme souvent, ce n'est pas les mêmes majorités, eh ben, on va un peu embêter la commune d'à côté. Donc on va dire non. Ah ben non, mardi, je peux pas. Peut-être mercredi. Ah ben non, moi, ça sera jeudi. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Nous, les Européens, ce qu'on veut, c'est que Bruxelles, ça soit une seule région et qu'on supprime... Une seule commune. Une seule commune, voilà. Une seule commune et qu'on supprime les communes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les problèmes entre flamands et francophones ne nous regardent pas. C'est une question qui doit être réglée en interne, mais nous voulons le regroupement et que les communes de Bruxelles deviennent des arrondissements, comme à Paris ou à Montréal ou à Berlin, etc. Voilà. Et qu'on supprime... Idée numéro 1. Idée numéro 2. Numéro 2, une fois que vous avez regroupé, là, on peut faire une politique urbanistique cohérente. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que d'avoir un mobilier urbain qui soit le même du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors qu'ici, ça varie même parfois d'une rue à l'autre. Les photos précédentes l'ont montré. Hein? Donc, peut-être qu'il faudrait
repenser Bruxelles, guérir Bruxelles de son urbanisation démentielle des années 70, qui a gagné le surnom international de bruxellisation, où on a détruit la ville, où on a laissé pénétrer des autoroutes jusqu'au cœur de la ville, et ça, je suis désolé, ça doit disparaître. Toutes les villes font disparaître les autoroutes urbaines. À Paris, par exemple, moi je n'y croyais pas quand ils ont fermé les quais rive gauche, mais je n'y croyais pas, ils viennent de le faire. Ça a protesté, ça a hurlé, etc. Ça va ruiner Paris, mais ça passe très bien. Bah, c'est fermé, les embouteillages un peu plus, ils sont poussés vers la banlieue. Donc deuxième idée, troisième idée, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut peut-être aussi s'intéresser à l'Europe à Bruxelles. Moi, quand j'arrive gare du Midi, eh ben, je suis à Bruxelles. Alors c'est écrit en français, c'est écrit en néerlandais, mais c'est pas écrit dans une autre langue européenne. Vous cherchez un drapeau européen, vous ne le trouvez pas. Y a-t-il des événements culturels européens au niveau de Bruxelles? Non. Les grandes expositions qui tournent à travers le monde, est-ce qu'elles s'arrêtent à Bruxelles? Non. Est-ce qu'il y a un grand musée international qui est une référence? Non. Est-ce que même Bruxelles a réussi à retenir le musée Hergé? Non. Bon, et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 19 communes qui se tirent dans les pattes. Donc voilà, 3 idées simples. Mettre fin aux communes, aux 19 communes, un regroupement, comme le demande d'ailleurs la Flandre depuis très longtemps. Donc faire ce qui s'est fait dans le reste de la Wallonie, le faire à Bruxelles, le regroupement des communes. 2, une politique urbanistique cohérente, qu'on répare cette ville, qu'on la soigne. Berlin, on a réussi à le faire. Paris, on est au cours de le faire. Donc Bruxelles, ça peut se faire et ça ne coûte pas si cher. Et 3, intégrer l'Europe au paysage. Bruxelles, ce n'est pas seulement une capitale belge pour les Belges, c'est une capitale internationale et ce n'est pas nous qui l'avons demandé, ce sont aussi les Belges, on est très contents et tout le monde doit se reconnaître et travailler ensemble. Merci. Voilà. Si on retient en plus l'idée numéro 0, c'est-à-dire que nous avons ici un Français, par ailleurs bruxellois, qui trouve que c'est une bonne idée de mettre fin au va-et-vient entre Strasbourg. Peut-être même à Bruxelles pour certains d'ailleurs. Mais... Ok, Eric, j'ai demandé alors à Eric et Alain peut-être de mettre en évidence surtout une idée, mais peut-être aussi de commenter l'une ou l'autre des idées de Jean pour commencer. Moi je pense que Bruxelles manque ce que l'Europe manque. C'est-à-dire, c'est un discours sur un destin commun qui peut se baser au-delà des différences. L'Europe est construite sur une idée d'une coalition d'États-nations qui maintiennent tout ce qui est cohésion sociale dans le cadre de cette illusion en fait de territoire monolinguistique, monoculturel. Bruxelles est organisée par un État qui a aussi cet idéal-là et qui fait de Bruxelles un problème en l'organisant en 2 communautés, tandis que la majorité de la population n'appartient pas à aucune de ces 2 communautés. Et donc, moi, je pense que ce que Bruxelles, pour, disons, émerger du marasme belgo-belge, devrait faire, c'est d'imaginer comment on pourrait vivre en Europe, ensemble, sur base de la différence, dans une Europe post-nationale, et pas une Europe internationale, intergouvernementale, et donc de travailler, justement, ce que Bruxelles sait faire, et aucune autre ville ne sait le faire. C'est pour ça que Bruxelles est la capitale légitime de l'Europe, parce que Bruxelles a une majorité de la population qui n'est pas belgo-belge. Les Belges entre eux ont 2 moyens, 2 façons d'intégration différentes, et donc il est absolument clair que si on veut construire un destin commun pour les Bruxellois, il va falloir imaginer un destin commun interculturel, intercommunautaire. Et je pense que l'Europe qui est dans l'impasse actuellement, parce qu'elle intègre les politiques économiques, elle intègre les politiques judiciaires, policionnelles, etc., mais elle n'intègre pas l'intelligence, la culture. Elle refuse d'intégrer cela. Je pense que la mission de Bruxelles, c'est de montrer à l'Europe qu'il est possible de vivre ensemble sur base de la différence et donc d'être une ville avant-garde post-nationale en lien avec d'autres villes et d'autres métropoles en Europe, parce que je pense que l'unification de l'Europe, c'est l'unification des réseaux métropolitains plutôt que l'unification des pays. Et donc c'est une manière de concrétiser et de préciser ta 3e idée, c'est-à-dire une manière de lui donner corps, ce serait ça. Alain, ik zal ook van tijd tot tijd een paar woorden in het Nederlands zeggen, alhoewel Jean niet verondersteld is die te verstaan, maar goed. Maar ik moet wel Frans spreken. Ja, spreek maar Frans. Alors peut-être une idée
peut-être deux. La première, c'est que c'est bien de parler de créer, de faire de Bruxelles un peu une fractale de l'Europe, l'Europe une fractale de Bruxelles, mais à un moment donné, il faut incarner tout ça. Et l'incarnation, ça passe par la rencontre des gens. Alors je pense qu'un des premiers enjeux à Bruxelles, et ça c'est l'affaire des Bruxellois d'abord, mais un peu des Européens aussi, c'est de réussir à faire du quartier européen au sens large un second centre-ville. Ce qu'il est administrativement déjà aujourd'hui, mais ce qu'il n'est pas en termes de relations entre les gens et de vie intense, de rencontres de tout type entre ces gens. Et qui sont ces gens? Les Européens entre eux, les Bruxellois entre eux, mais surtout les Bruxellois avec les Européens. Ceux qui travaillent, ceux qui viennent rendre visite, qui viennent même faire un peu de tourisme européen, ceux qui viennent là professionnellement pour une journée et puis qui repartent, mais ceux qui demain pourraient venir là pour s'instruire, pour découvrir, pour s'éduquer, pour étudier et pourquoi pas même pour faire du shopping. Alors on a un énorme travail à faire et c'est entre autres ce à quoi s'appelle le Fonds Quartier Européen et une autre association sœur, la European Quarter Area Management Association, un long nom mais pour dire qu'on s'occupe du hardware et du software de ce quartier européen. L'autre chose, c'est qu'une manière d'incarner aussi ce quartier, c'est de faire en sorte que les gens qui n'y sont jamais venus, y viennent, et notamment viennent à Bruxelles. Et là, il me semble qu'il y a un travail à faire au niveau de la région, mais plus largement au niveau de la métropole bruxelloise. Je suis bien obligé de mettre ma nouvelle casquette d'intendant de Brussels Metropolitan, mais j'y crois aussi. C'est de vous dire qu'il faudrait formaliser un peu plus quelque chose qui se passe déjà, c'est-à-dire que Bruxelles, clairement, attire les jeunes d'Europe. Les étudiants, les stagiaires européens, les jeunes cadres de multinationales, les artistes, les développeurs Internet, mais ça pourrait se faire à une échelle beaucoup plus importante si on arrivait à répandre l'idée que tout jeune en Europe se doit de passer quelques années de sa vie à Bruxelles, parce que c'est à Bruxelles que pour eux tout commence. Ok, alors, un point qui peut être soulevé immédiatement, donc Alain vient de dire, bon, le quartier européen, en fait, c'est atroce, hein, donc j'avais la visite hier d'un journaliste japonais qui me dit, quand je viens avec des amis japonais, ils sont là avec leurs appareils photo partout, mais ils disent c'est où ils s'attendent à voir quelque chose, et puis ils disent il y a simplement des bâtiments de bureaux le long d'une autoroute urbaine, et donc alors il dit c'est pas croyable, comment est-ce possible que vous en soyez arrivé là? Alors une des réponses, c'est évidemment que quand on a fait Versailles, quand on a fait le beau centre de Paris, maintenant quand on a fait Berlin, c'était toute l'Allemagne qui payait pour Berlin. Maintenant, s'il faut faire la capitale de l'Europe, hein, c'est pas les Bruxellois qui vont payer, c'est un peu plus les Belges, mais au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de dire oui, mais enfin, le PIB de Bruxelles doit quelque chose à l'Europe? Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'ensemble de l'Europe participe beaucoup plus à l'embellissement, ne fût-ce que de ce cœur de la capitale de l'Europe en tant que capitale de l'Europe? Alors là, tu as 1000 fois raison, mais j'ai suivi, lorsque la Finlande a adhéré, le premier commissaire finlandais, donc c'était en 1995, le commissaire finlandais s'appelait Erkki Liikanen, c'est aujourd'hui le gouverneur de la Banque centrale. Il était chargé justement de l'administration et des bâtiments. Et lui, quand il est arrivé à Bruxelles, il était juste horrifié par la ville et par le quartier européen en particulier, effectivement, parce que c'est un non-quartier, c'est un non-centre, c'est vraiment une agression, même physique, à un endroit où on se sent mal. Et il a commencé à essayer, il dit, je vais arranger tout ça. Et il a commencé à mettre au point un plan, et il s'est heurté à quoi? À la simple, pas à l'absence d'argent, je crois que tout le monde est prêt à mettre de l'argent. D'ailleurs, les bâtiments européens sont payés par l'Europe, hein, ils les achètent, ils les payent, etc. Mais simplement, ils se heurtent aux 19 communes. Toujours le même problème. Au bout de 5 ans, il avait les cheveux comme ça, il a lâché son portefeuille en disant ils sont fous, je n'y arriverai jamais. Et au bout de 5 ans, il a laissé tomber. Regardez tous les projets qui ont été faits, des projets magnifiques qui ont été faits pour le réaménagement de la rue de la Loi et de la rue Béliard. C'est juste magnifique. Les plus grands architectes sont prêts à s'y coller, les plus grands architectes. L'Europe est prête à payer. Et pourquoi ça ne se fait pas? Posez-vous la question. Pourquoi rien ne se fait? C'est-à-dire que tout est d'une lenteur épouvantable. L'exemple, le rond-point Schumann. Le rond-point, 10 ans pour faire une station de train et de métro. 10 ans. Attendez, 10 ans. En 10 ans, on a refait Berlin. Là, c'est juste un trou à réaménager.
Alain. Cher Jean, je crois que c'est, hélas, encore un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il n'y a pas que les 19 communes, il y a une région un peu indécise, il y a un État fédéral un peu indifférent, et puis il y a surtout l'Union européenne qui refuse d'investir dans sa capitale, et notamment parce qu'elle n'a pas une capitale, mais des capitales. Et donc il est clairement temps de souffler le last post, qui dans l'armée britannique signifie l'extinction des feux, et là je parle de Strasbourg. Il est vraiment temps de rapatrier nominalement et de manière univoque le siège des institutions à Bruxelles et que le secrétariat reste à Luxembourg n'est pas un problème, parce qu'à ce moment-là, l'argument qu'on nous oppose aujourd'hui, qui est de dire nous ne pouvons rien faire pour Bruxelles car vous pensez bien, nous devrions aussi faire quelque chose pour Strasbourg et Luxembourg et pourquoi pas Francfort, siège de la Banque centrale et à la limite toutes les villes, il y a des agences européennes, cet argument tomberait. Il est donc urgent de régler ce problème, c'était aussi une de mes idées, bien sûr. Mais c'est jouable Strasbourg, du côté français. Ça va Non, être... à l'heure actuelle, c'est une question d'intérêt national, mais dont les Français se fichent royalement, c'est une question d'intérêt gouvernemental. Et comment on peut y arriver malgré tout? Il y avait un moment magique qui était le traité de Nice en 2000, lorsque Jacques Chirac, pour obtenir l'accord de Verhofstadt, a proposé que tous les conseils européens se tiennent à Bruxelles. Donc regroupement des conseils européens et fin du caravansérail européen. Et c'est à ce moment-là que Verhofstadt aurait dû dire, mais non, Jacques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper le Parlement européen à Bruxelles, et puis on va vous donner à vous les Français les 6 ou 7 conseils européens par an à Strasbourg. Évidemment, pour les Français, c'est génial, parce que pour eux, le Conseil européen, c'est le prestige. Donc la Chirac, évidemment, je vais prendre les conseils européens. Et bien, il aurait accepté dans la seconde, le Jacques. Mais Verhofstadt n'a pas une idée. Il s'en veut encore aujourd'hui, parce que s'il avait proposé ça, je pense que là, on aurait un basculement. Maintenant, on ne peut pas dire à la France, voilà, on va prendre le Parlement européen, et vous n'aurez rien en échange. En revanche, la BCE, évidemment, n'est pas négociable, parce qu'on ne va pas fâcher les Allemands, parce que les Allemands, c'est du sérieux. Les Luxembourgeois, ils ont le secret fiscal, on ne va pas leur prendre leur secrétariat. Je ne suis pas d'accord. Mettons les Luxembourgeois, vous savez que 3 mois par an, on se tape le Conseil des ministres à Luxembourg. C'est l'enfer. Je veux dire, il faut prendre le train, c'est l'enfer. Vous n'avez pas Internet, c'est un train encore à vapeur. Hein, c'est l'autoroute qui est sans arrêt bouché. Que tout le monde, mais ils mettent du sien. Eric, tu voulais réagir à ça? Mais donc, moi je suis absolument convaincu que si Bruxelles, si l'Europe veut une vraie capitale, le projet européen doit être repensé aussi. Moi je pense que l'Europe actuellement ne veut pas une vraie capitale. C'est-à-dire l'Europe veut un siège pour ses institutions. Oui, les États, mais donc un siège pour les institutions. L'Europe ne veut pas un projet commun, ne veut pas de vrais citoyens européens qui s'identifieraient avec un projet au-delà du conglomérat des pays. Et donc, si on veut vraiment que le quartier européen devienne un centre et que ce centre soit co-dirigé par la Commission européenne au niveau urbanistique, au niveau infrastructure, il faut mettre sur pied des projets soft en fait, parce que tu as fait allusion aux monuments, aux colonnades, etc., qui font, disons, la capitale d'un pays national. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est reprendre la bibliothèque Solvay, ne pas la laisser à des soirées mondaines, et installer là, par exemple, la bibliothèque européenne électronique. Organiser un centre sur la traduction. Bruxelles est le seul pays où les pièces de théâtre sont sous-titrées. Faisons-en une marque pour l'Europe. De travailler ce software qui est ici et d'en faire une marque pour l'Europe. Mais pour cela, il faut une coalition dans l'Europe qui veut vraiment l'unification des Européens et pas seulement des États européens sous direction de leurs gouvernants actuels. Et je pense que vraiment le projet de faire une capitale de l'Europe est en même temps un débat, disons, l'essence même de l'unification européenne. D'accord. Je crois que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la France, au départ, au lancement du projet européen en 1957, avait proposé 2 villes, parce qu'on l'avait dit à l'époque, c'était la France qui était le pays dominant de l'Europe, hein, et qui dit, voilà,
on va proposer Nice. Alors les Allemands ont dit, ah non, Nice, c'est pas sérieux quand même. Donc moi j'aurais trouvé ça sympa correspondant à Nice, j'aurais pris tout de suite. Hein. Et donc ils ont dit non, pas question. Donc on va prendre une ville plus sérieuse. Alors les Français ont proposé, figurez-vous, Chantilly. Vous imaginez? Ça aurait été génial. Chantilly nous impose des politiques, c'est quand même mieux que Bruxelles. Il y a un côté mousseux qui m'aurait plu. Et bah, finalement, ce qui a fait échouer ça, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était le maire de Strasbourg, parce qu'il ne voulait pas que Chantilly fasse de l'ombre à Strasbourg. Et finalement, donc, les Belges sont arrivés en disant on peut vous prêter provisoirement Bruxelles si vous voulez. C'est vachement sympa. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai que je crois que là, vous avez raison, c'est que les Européens, les États ne veulent pas d'une ville prestigieuse, une belle ville, qui ferait de l'ombre à Paris, à Berlin ou à Londres. Ils veulent quelque chose qui ne fasse de l'ombre à personne. Pourquoi, d'après vous, ils ont choisi Herman Van Rompuy comme président du Conseil européen? Peut-être aussi pour une autre raison qui est la capacité de faire des compromis. Alors, ça, c'est un peu facile. Petit correctif aussi pour le choix de Bruxelles. C'est pas tellement que les Belges se pressaient au portillon en 1958, mais c'est parce que le 6 janvier 1958 à Paris, les ministres des Affaires étrangères n'étaient toujours pas parvenus à choisir un siège et par conséquent un endroit où les fonctionnaires pouvaient se réunir. Et alors c'est le ministre des Affaires étrangères belge de l'époque, Larocque, qui venait de succéder à Spaak, qui a dit un petit bâtiment avenue de la Joyeuse Entrée, et c'est lui qui en avait la responsabilité parce que Belgique commence par la lettre B, donc il avait la première des présidences tournantes. Bien, alors on a parlé donc de l'aspect capitale européenne sous l'angle, Alain a insisté sur l'aspect hardware, aussi simplement le look du quartier européen, le rond-point Schuman, etc. Eric, dans le prolongement de sa première intervention, a insisté sur l'aspect software et le projet européen qui doit aussi se marquer dans sa capitale. Il y a un aspect peut-être un peu plus terre-à-terre dont on n'a pas parlé du tout, c'est que Bruxelles est une meilleure capitale de l'Europe pour tous les gens qui viennent à Bruxelles, pas seulement les fonctionnaires en raison de sa fonction européenne, c'est aussi un endroit où on vient avec des familles qui ont des besoins en matière scolaire. On se plaint régulièrement de la situation scolaire à Bruxelles pour de multiples raisons, mais une des raisons, c'est que les enfants des fonctionnaires sont dans des écoles ghetto qui sont strictement fermées aujourd'hui à quiconque n'est pas catégorie 1 ou catégorie 2, donc on a une espèce de régime d'apartheid quasi explicite. Il y a des écoles, des projets d'écoles qui vont, y compris dans des quartiers. On est la dernière grande école à Laken, on dit c'est pas pour les enfants du coin, c'est seulement pour ceux qui viennent dans les bus, etc. Alors, comment tu vois, toi, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu vois en termes... C'est moins perçu comme un problème par les Français parce qu'il y a la possibilité d'envoyer les enfants dans les écoles francophones de Bruxelles, mais c'est un gros problème, même pour tes collègues, pas seulement pour... Mais Philippe, alors là, je suis ravi que tu mettes du doigt là-dessus. Je suis d'accord avec cette idée de véritable apartheid culturel qui est mise en place. Parce que... Tu n'es pas d'accord avec l'apartheid, tu es d'accord que c'est un apartheid? C'est un apartheid. Non, mais c'est grave, parce que moi je passe mon temps... Les fonctionnaires européens font tout pour que leurs enfants n'aient pas d'autre choix que d'aller ailleurs qu'en Belgique, puisqu'ils ne parlent pas néerlandais. Donc on les exclut de facto, et parfois pas français. Hein. C'est le cas souvent d'enfants anglophones qui vont dans des lycées anglophones et ne parleront jamais ni français ni néerlandais. Comment voulez-vous vous intégrer au pays? Donc ce sont des gens qui sont déjà dans une bulle. Donc on crée une bulle dans la bulle. Et c'est quelque chose dont il faut sortir, c'est vrai, parce que des écoles réservées à une élite, donc le lycée français et les écoles européennes, dont celles que tu vois, parce que le lycée français est aussi, ou le lycée britannique, hein, ce sont des écoles d'élite, et le reste pour le Vulgum Package, et ça pose un véritable problème pour les enfants de diplomates, de fonctionnaires. Parce qu'ils s'excluent du pays où ils sont, et souvent ils développent des attaches ici, mais ils ne pourront pas y rester. Et moi j'ai demandé à la Commission, et je sais qu'ils l'ont, mais j'ai jamais réussi à obtenir ces chiffres-là, justement, combien d'enfants de fonctionnaires restent ici, quelle est leur trajectoire universitaire, donc est-ce qu'ils deviennent eux-mêmes enfants de fonctionnaires, est-ce qu'il y a une hérédité du fonctionnariat européen? Je ne serais pas surpris que oui. Curieusement, ces chiffres-là n'existent pas. Combien de dépressions sur les enfants de fonctionnaires qui ont l'impression d'être chassés du pays où ils ont passé toute leur enfance, où parfois ils ont leurs amis, ils ne peuvent pas s'intégrer. Et il n'y a aucune réflexion qui est menée là-dessus. Et c'est quelque chose, à chaque fois que j'abordais la question avec les eurocrates, je me suis fait renvoyer dans mes camps en m'expliquant, oui mais les Polonais ont
ont le droit d'apprendre en polonais. La question n'est pas de ne pas apprendre le polonais, mais c'est d'apprendre aussi les langues du pays d'accueil et la culture du pays d'accueil. Et donc la solution? Ben, je pense que les écoles européennes, en tant que structure, devraient être remises en cause. C'est quelque chose, d'abord, s'ils veulent les écoles européennes, qu'ils les financent de leur poche et pas sur le budget européen, c'est-à-dire sur mon argent, sur votre argent. Là, c'est la première chose. L'école privée pour le privé. Donc déjà, ça changerait pas mal la perspective. Donc obliger les fonctionnaires à mettre leurs enfants dans le système scolaire belge. Et ça, à partir de, si vous voulez votre école privée, ça vous coûtera de l'argent. Mais un système belge qui puisse aussi être ajusté à leurs besoins linguistiques. Exactement. Oui, mais qui pourrait être fait déjà, mais cela dit à Bruxelles pas. À Bruxelles, dans le système francophone, essaye d'apprendre le néerlandais. Tu peux faire 15 ans de néerlandais ici, tu parles pas un mot de néerlandais à la sortie, et j'en connais plein. Faut arrêter avec ça. Donc déjà... Bien, alors on s'approche de la fin, donc Eric et Alain, alors réagissez ou ajoutez encore une idée différente. C'est vrai que les eurocrates, disons, ne sont pas bien intégrés dans la société bruxelloise. Mais il est vrai aussi qu'entre eux, c'est un public très mixte, très cosmopolite, avec des mariages mixtes, avec un multilinguisme beaucoup plus développé que dans l'autre population de Bruxelles. Et ce que les écoles européennes nous prouvent au minimum, c'est qu'il est possible d'être éduqué en plus d'une langue, en plusieurs langues. Et donc, quelle est la solution? C'est-à-dire, c'est d'abord de confronter cette façon d'éduquer à cette obsession belgo-belge qu'en fait, l'école doit être monolingue, doit intégrer dans une communauté et que les autres langues sont des langues étrangères et pas donc font partie, disons, des langues utilisées régulièrement, dans lesquelles on pense, dans lesquelles on communique. Donc, je pense qu'il faut confronter l'enseignement bruxellois des deux côtés avec cette réalité-là. Et deuxièmement, il faut démocratiser ce système. Moi, je ne dis pas que tout élève bruxellois doit être envoyé dans une école multilingue. Mais je pense que 41% des ménages à Bruxelles sont déjà multilingues entre eux, parlent différentes langues avec leurs enfants, et du moment que l'enfant est envoyé à l'école, ils n'ont pas l'école pour continuer ce type d'éducation. Donc pour moi, la solution, c'est que l'Europe démocratise ce système européen, l'ouvre à tout le monde et pas seulement aux enfants de l'élite, et impose un troisième circuit d'enseignement à Bruxelles qui est justement ce circuit interculturel multilingue, et qu'on donne le choix aux Bruxellois d'être éduqués ou bien en flamand, ou bien en français, ou bien en multilingue et en interculturel. Et je pense que là, l'Europe, ce serait d'ailleurs dans ce software une tâche de l'Europe, c'est de montrer dans son institution localisée que c'est possible et que c'est ouvert à tout le monde. Alain. En fait, on n'exploite pas du tout le système des écoles européennes, dont on oublie qu'il en existe 3 types. Le type qui existe à Bruxelles, c'est les écoles de type 1, c'est-à-dire tous les enfants sont enfants de fonctionnaires et c'est financé à 100% par l'Union européenne. Le type 2, le croirez-vous, et ça existe notamment à Strasbourg, ça veut dire que les élèves qui sont enfants de fonctionnaires sont financés à due concurrence par l'Union européenne, mais l'école est ouverte à d'autres enfants. Et les écoles de type 3, c'est à la limite aucun enfant de fonctionnaire européen, pas de financement européen, mais un cursus européen et un baccalauréat européen. Qu'est-ce qui nous empêche de créer des écoles de type 2 à Bruxelles, voire de type 3? Il faut simplement trouver le pouvoir organisateur et le réseau linguistique d'enseignement qui acceptera de les prendre en charge. Moi, je propose, pour faire simple, que ce soit la région bruxelloise, actuellement non compétente en matière d'enseignement, mais nous savons tous que la 7e réforme de l'État supprimera, peut-être de manière asymétrique, mais le rôle des communautés en matière d'enseignement à Bruxelles, et je m'en réjouis. Voilà. Alors, on va terminer ici. Donc, il y a quelques idées simples à réaliser. Le transfert du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles, tu t'en occupes. La suppression des communautés, Alain s'en occupe. Et alors, si tu pouvais t'occuper de la suppression des communes, et les choses sont réglées. Voilà, merci beaucoup.